second chapitre, nous allons aborder les déterminants de l'investissement en Afrique. Et bien, pour concevoir une stratégie qui permette de stimuler l'investissement, il faut bien comprendre quels en sont les moteurs. On pourra ainsi cibler des mesures précises, on pourra lever les obstacles et on pourra exploiter au mieux les facteurs clés. Et justement, les facteurs clés que nous allons aborder dans ce chapitre sont au nombre de 5. Premièrement, notons l'accès au crédit et les coûts de financement. Ensuite, la faiblesse de l'épargne intérieure. Ensuite, les risques et incertitudes, suivis par les inégalités. Et nous terminerons par le cadre de politique générale et les conditions de l'investissement. Commençons tout de suite par le premier point, l'accès au crédit et les coûts de financement. Hop, voilà. Comme vous le voyez, je me suis permis de noter quelques chiffres. Eh bien, c'est juste pour gagner du temps. D'ailleurs, on va les énoncer tout de suite. Il faut savoir que le crédit intérieur au secteur privé représente 75% dans les pays dits à revenus faibles et intermédiaires, 129% au niveau mondial et seulement 62% en Afrique. Sachant que dans des pays comme le Cameroun ou le Ghana, on tombe à 15%, sachant qu'en Guinée-Bissau, on tombe à 9%. Bon. Maintenant que le décor est posé, comme on le voit, le crédit étant une ressource très rare, les entreprises se retrouvent de facto confrontées à des coûts de financement de l'investissement qui sont très élevés, malheureusement. Mais nous n'allons pas taper tout de suite sur les banques, parce que les institutions centrales appliquent elles-mêmes des taux qui sont invraisemblables, qui sont inimaginables. Là encore, en guise de comparaison, si on prend des pays comme l'Inde, là-bas les taux directeurs sont à 10%, on tombe à 7% en Chine, on tombe encore plus bas à 5% en Malaisie. En revanche, en comparaison en Afrique, on va avoir des pays comme l'Ouganda qui vont appliquer des taux à 22%, la RDC 44% et on monte jusqu'à 53% d'un pays comme Madagascar. Bon. Beaucoup diront qu'il s'agit là de comparaisons complètement hasardeuses, ce qui n'est pas complètement faux puisque ces taux ne sont pas, on l'imagine bien, décidés de façon complètement aléatoire. Il y a une raison derrière, mais il ne reste pas moins que ces taux sont complètement aberrants, complètement, quasiment même coercitifs. Parce que quand une voiture n'avance pas assez vite, la solution ne peut pas être de lui crever les pneus. Nous verrons plus tard pourquoi est-ce que je dis ça, mais dans l'immédiat, abordons le second point. La faiblesse de l'épargne intérieure. Là, encore à titre de rappel, il faut savoir que le financement de l'investissement peut se faire de deux manières différentes. Un, par des sources extérieures comme l'aide publique au développement, les investissements étrangers directs ou encore la dette. Et deux, par des sources intérieures. Et c'est ce qu'on appelle justement l'épargne intérieure qui est constituée de vos dépôts à la banque, des différentes assurances vie ou encore des excédents budgétaires quand il y en a. Ce qu'il faut dire n'arrive pas assez souvent. Parce que si beaucoup de pays sont en excédent primaire, eh bien une fois qu'ils ont remboursé leur dette, ils se retrouvent malheureusement déficitaires. Là encore une fois de plus, l'Afrique fait office de mauvais élève par rapport au reste du monde, puisque affichant des taux d'épargne intérieure qui sont très bas. Dans les faits, cela donne 17% du PIB en Afrique subsaharienne, 25% en Asie du Sud, ou encore 30,4% dans les pays dits à revenus faibles et intermédiaires. Ces chiffres sont donc, comme on le disait, très bas, et pourtant l'épargne intérieure joue un rôle très important, un rôle essentiel même dans le financement de l'investissement. Et c'est encore plus le cas chez nous en Afrique, où l'accès à l'investissement extérieur est malheureusement très compliqué. Bon, le prochain point que nous allons aborder est celui des risques et incertitudes. Voilà. Pardon. Parmi les facteurs qui affectent le plus l'investissement, on compte bien évidemment les risques et incertitudes.
Et cela tombe sous le sens, parce que imaginez, vous êtes un investisseur, on vous présente un pays ou une zone qui, sur le plan macroéconomique, sur le plan politique, est instable. Eh bien, je peux vous dire que vous réfléchissez à plusieurs fois avant d'y investir votre argent. Et concernant l'Afrique, il existe un rapport qui s'appelle le International Country Risk Guide, qui effectue un classement du niveau de risque global par pays. Et il se base sur cela, sur des points comme les aspects financiers, les aspects économiques, les aspects politiques et bien d'autres. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport-là? Eh bien, il dit que parmi les 40 pays présentant les risques les plus élevés, on retrouve 21 pays africains, dont les 5 derniers. Donc là, encore une fois de plus, pas de quoi être très fier, malheureusement. On va passer tout de suite au prochain point, qui est celui de les inégalités de la demande globale. Bon, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Piketty qui écrit un livre qui est très intéressant, du moins d'après les ventes, d'après les critiques, que je n'ai pas encore moi-même lu, parce qu'il coûte un peu cher, il coûte 25 euros. D'ailleurs, s'il y a un riche qui me regarde et qui souhaite me l'offrir, je lui serai infiniment reconnaissant. Mais pour revenir à notre sujet, eh bien, la répartition des revenus influe bien évidemment sur la qualité même de l'investissement. Pourquoi? Eh bien, il y a déjà le fait que des fortes inégalités patrimoniales, des fortes inégalités statutaires ne pourront résulter que des conflits sociaux, des conflits politiques qui auront bien entendu une incidence directe sur le volume et sur la qualité des investissements. Mais au-delà de cela, c'est surtout la qualité même de l'investissement qui en pâtit, puisqu'il n'y aura quasiment que les riches qui auront accès au crédit, que leurs investissements soient au non productifs. Et nous terminons avec le cadre de politique générale et les conditions de l'investissement. Voilà. Là encore, il y a un autre rapport qui s'appelle l'Africa Competitiveness Report, qui a été dressé en 2013 et qui compte parmi les 20 pays les moins compétitifs au monde, 14 qui soient africains. Notamment en ce qui concerne la qualité des institutions, la qualité des infrastructures, la stabilité macroéconomique, la stabilité politique, l'éducation ou encore les technologies. Nous abordions au chapitre précédent la question des infrastructures. Et bien, il faut savoir que on estime que la compétitivité des entreprises est par exemple réduite de 40% à cause des infrastructures, à cause du manque d'infrastructures. On estime également que la croissance du revenu par habitant est réduite de 2% à cause encore du manque d'infrastructures. Et puis par ailleurs, faute d'avoir un environnement économique compétitif, eh bien, les investisseurs étrangers devront s'intéresser à l'Afrique que pour ses atouts géostratégiques, ce qui va bien entendu concentrer très fortement les investissements dans les industries extractives. En disant, on pense au pétrole, on pense au cuivre, on pense aux différentes richesses africaines. Ce qui, comme on l'a déjà dit, ces secteurs-là n'ont pas beaucoup de rapport avec le reste de l'économie. Et donc, comme on le voit, ce manque de compétitivité influe de manière très, très négative sur l'investissement. Donc, en résumé, on a les différents facteurs, comme on l'a dit, les facteurs clés de l'investissement qui sont l'accès au crédit et les coûts de financement, la faiblesse de l'épargne intérieure, les risques et incertitudes, les inégalités de la demande globale, et on a fini avec les conditions générales de l'investissement, le cadre de politique générale. Et nous allons voir dans le prochain chapitre quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place pour réagir sur ces facteurs d'ajustement au niveau, dans un premier temps, national et régional. Merci.